Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Marhalibiya. Il est 19h10 en Algérie, 19h09 précisément. Désolé pour ces 9 minutes de retard, soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité avec nos invités ce soir. Nous allons revenir sur l'actualité qui domine l'Algérie. Nous allons revenir sur ces feux en Algérie. C'est le titre de l'émission ce soir. Alors je vais demander à mes amis, collègues en régie de me couper l'oreillette s'il vous plaît. Voilà, merci infiniment. Salut aux équipes, bien sûr, qui travaillent avec nous. Un peuple seul, l'État est-il à la hauteur? Où est la responsabilité de l'État? On va revenir, je vais aller très vite puisqu'on a perdu beaucoup de temps ce début d'émission. On va se poser des questions. D'abord, les enseignements, les responsabilités. On rappelle bien évidemment qu'il y a un an, en 2021, ce sont des dizaines de feux en Algérie, dans le nord de l'Algérie, énormément en Kabylie, une grande partie à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Djidjel, et ça recommence cette année. Alors ce soir, les questions qu'on va se poser, c'est pas spécialement d'où viennent ces feux, même s'il y a une responsabilité collective, vaut mieux prévenir que guérir, mais notamment la responsabilité, les enseignements. Que s'est-il passé maintenant depuis un an? Quels ont été les moyens mis en place par l'État, par Abdelmadjid Tebboune, on essaiera d'écouter un extrait tout à l'heure, même si la priorité, et le temps passe vite, est aux invités, mais on essaiera de réécouter tout à l'heure, notamment lorsqu'il avait annoncé comme ça entre deux questions, notamment la possibilité de trouver des Canadaires avec une représentante américaine. On se posera aussi une question, les moyens colossaux financiers mis en place en Algérie, notamment dans le cadre des Jeux méditerranéens, notamment dans les cadres du 5 juillet. Ce sont des sommes très importantes. On peut revenir aussi avec nos invités sur le budget de l'armée qui chaque année grossit de plus en plus, mais où sont les moyens? Et puis on sait que dans le cadre par exemple du Hirak, beaucoup de moyens ont été mis en place pour encadrer les wilayas, encadrer Alger, un dispositif de sécurité, des forces de l'ordre, la police, les gendarmes ont été mis en place. Où sont ces personnes, où sont ces fonctionnaires de police, ces gendarmes, ces personnes militaires aussi qui pourraient certainement apporter de l'aide aux habitants, aux villageois? On en verra quelques images tout à l'heure. Où sont-ils? Il y a quelques moyens, on ne va pas se le cacher, mais ce n'est pas terminé. Juste peut-être un mot, selon la direction générale donc, de la protection civile, aujourd'hui aux alentours de 16 heures, on a 39 quarantaines d'incendies sur 14 wilayas selon les chiffres. Voilà, ça part de El Taref avec 16 incendies, Souk El Haras avec 3, à Sétif, Guelma, 3 incendies chacun du côté de Guelma, Skikda, Tipaza, 2 incendies, et puis ça continue du côté de Batna, Mila, Naba, Constantine ou encore Djidjel et à Tizi Ouzou. On va revenir sur ces questions avec nos invités. Le plaisir de le recevoir sur le plateau. En général, il est avec nous via Skype en direct des États-Unis à Washington. Hamid Lou, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de faire la première. Merci, vous faites bien de le souligner. Vous êtes le premier, on a le plaisir de retrouver nos invités ici sur ce plateau. Vous êtes directeur de Reaching Independence Chose Sociale, j'espère que je prononce bien, c'est une ONG du côté de Washington puisque vous vivez aux États-Unis. Ah, absolument. Donc, moi, je vis à côté de Washington, à peu près à une vingtaine de kilomètres au sud de Washington. Mais notre organisation, c'est une organisation non gouvernementale qui est accréditée à Washington. Ça s'appelle RISE, Reaching Independence Through Social Engagement. C'est une organisation non gouvernementale. On travaille beaucoup dans la promotion, dans la diplomatie, dans la formation, dans tout ce qui touche au conflit en Algérie essentiellement, mais on est en train de développer d'autres activités concernant d'autres conflits dans d'autres régions dans le monde. Merci d'être avec nous, Hamid Lou. Docteur Hassan Kourdourli est avec nous. Bonsoir, docteur. Très bien, donc on me fait signe qu'on n'a pas encore réussi à le joindre. Je vous propose qu'on garde ces quelques images peut-être ensemble. On va s'arrêter peut-être, Abdellah, sur la vidéo numéro 3 et numéro 5 par exemple. Vous allez voir quelques images ici sur les feux qui se sont déroulés aujourd'hui.
اجي نهبط هنا لا حول ولا قوة الا بالله يعطيك الصحة اخويا يعطيك الصحة بارك الله فيك ناس الحماية ربي يجازيكم شوفوا الناس وزيها طايحة ارواحوا يا ناس وقهراس البورتابلات تجي ارجع اخويا ارجع بارك الله فيك من الحماية المدنية سقارات اسمح لي اقفل الباب اقفل روح شوفوا يا ناس سوق هراس النجدة يا ناس النجدة لا انا تحت الكاتسون لا ماذا بهم يجيبوا الماء بارد والواحد ربي يبارك الدنيا لهبة حمر الدنيا لهبة خوتنا في الملاحة ربي يصبركم ربي يعينكم. تحية خاصة لرجال الحماية المدنية ورجال الغابات والدرك الوطني. وحيد أسام اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه. اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء. De retour sur le plateau de Microscoop. Alors, est-ce qu'on a réussi à joindre le docteur Hassan Kodourli? D'accord, merci l'équipe en régie. Hamid Lelou, peut-être un mot. On est en 2022, des feux déjà en 2020 en Algérie pour s'arrêter. On pourrait parler de ceux de 2018, 2021, des dégâts considérables avec des morts malheureusement, des victimes, des pertes considérables, des dégâts humains, près de 250 morts, des tragédies, des végétaux, des animaux, tout un pays, toute une région, la Kabylie qui est partie en fumée. Un an après, quand vous voyez ces images, alors heureusement aujourd'hui il n'y a pas de décès, de dégâts humains en tant que tels. Il y a quand même une quarantaine de personnes qui sont aujourd'hui, il y a 45 blessés précisément selon la Direction Générale de la Protection Civique à Souk el-Haras, avec notamment des étouffements, des problèmes respiratoires. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites ? Déjà, ça me désole et je suis avec une entière solidarité avec le peuple algérien et tous les peuples qui souffrent à cause du feu. Ce n'est pas que l'Algérie qui souffre à cause du feu. Il y a eu des expériences récentes et passées dans les pays limitrophes, en Europe, aux États-Unis, en Australie et c'est important de le souligner. Pourquoi ? Parce que, avant de parler des responsabilités, j'ai bien aimé votre introduction. Vous parlez des responsabilités, mais vous avez dit que ce n'était pas la priorité pour soi. Autant soit-il, c'est très important. Mais c'est les leçons apprises. Est-ce qu'on a appris des leçons Ce que je disais, c'est surtout peut-être ce soir les causes. Les causes. D'où viennent, c'est peut-être pas une priorité ce soir, mais les feux sont là, effectivement. Oui, enseignement, responsabilité, il faut se poser ces questions. Justement. Et même, j'irai même plus loin, moi je parlerai des leçons apprises. Quelles sont les leçons qui ont été apprises depuis les feux d'avant, les feux, ne serait-ce que les feux de l'année dernière? Est-ce qu'on a appris des leçons? Est-ce qu'on a appris, par exemple, est-ce qu'au moment où on a eu les feux l'année dernière, ils ont décidé qu'il nous fallait des Canadaires? On a failli à notre mission l'année dernière, où la mission et des autorités locales et des autorités nationales et le peuple qui s'est retrouvé les bras vides. Donc, à ce moment-là, il fallait dire, voilà, le problème qu'on avait, c'était le problème des Canadaires. Il ne faut pas attendre une visite ou une sortie avec un responsable américain pour parler des Canadaires. Ce genre d'initiatives, elles sont planifiées. On parle du niveau opérationnel. Et quand on parle du niveau opérationnel, et il faut qu'on parle de la préparation et de readiness, c'est-à-dire il faut être prêt.
Donc nous avons normalement une institution nationale qui s'appelle la protection civile. La protection civile bénéficie d'un budget qui dépend du ministère de l'Intérieur, donc il faut planifier. Et ce genre d'opération, ça se planifie de 1 à 3 ans, au plus à 5 ans. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Alors justement, si on prend l'exemple des États-Unis, il y a quelques temps, 2018 je crois, il y a eu des feux importants en Californie, où il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été déplacées, sécurisées. Malheureusement, en Algérie, on est à l'opposé de tout ça. On ne voit pas un dispositif de protection civile avec des habitants déplacés, sécurisés, etc. Alors, votre réaction en disant, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, est-ce qu'il y a eu des enseignements? Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune, qui avait promis, qui avait quand même tenté de proposer des choses, est-ce qu'il y a des enseignements qui ont été faits depuis un an? Parce que exactement les mêmes images qu'on a vues l'année dernière, les simples citoyens qui prennent une branche d'arbre et commencent à taper sur le feu, ou bien des citoyens des villages qui amènent l'eau dans les citernes et qui jettent de l'eau avec des bassines, ou bien au mieux un hélicoptère qui porte je sais pas moi, une poche pleine d'eau. On n'a pas eu de Canadair, on n'a pas vu de Canadair, on n'a pas vu de préparation, on n'a pas vu de prévention. Alors, vous avez cité les États-Unis, je pourrais dire la même chose et de la France et des pays européens. Quand les choses comme ça se passent, les leçons apprises, ils vont se restandardiser. C'est-à-dire qu'ils vont changer les règles. C'est-à-dire, par exemple, si on a sur un rayon de 20 km, on a 2 ou 3 vannes des pompiers, ils vont dire « Ah, ça n'a pas suffi, donc il faut rajouter ». Les gens qui vont construire, on va leur imposer des règles beaucoup plus strictes, parce que peut-être que ces feux ont pris à cause des constructions, à cause du fait qu'on a bitumé plus, ou bien qu'on a arraché des arbres et par conséquent on a créé des conditions qui favorisent plus le feu ou pas. Donc c'est ça les leçons prises. Est-ce que, moi je pose la question, est-ce que depuis qu'on a eu ce feu de l'année dernière, il y a eu des initiatives? Est-ce que les autorités, si on peut les appeler les autorités, avaient pris les dispositions qu'il fallait pour prévenir le feu, par exemple pour avoir des patrouilles? Parce que ces feux... mais on a l'impression, il y a le docteur Hassan Kourdouli qui vient de nous rejoindre, on a l'impression, c'est une question qu'on se posait encore hier, on a l'impression quand même qu'en Algérie, les choses n'avancent pas comme elles devraient avancer. Est-ce que réellement il y a une prise de conscience du pouvoir, du régime, des équipes du président? Et aujourd'hui, par exemple, c'est une question qui se pose. Où est le ministre de l'Intérieur? Oui. Où est le président de la République qui devrait intervenir, qui devrait se rendre sur place? On voit. Se rendre, moi je pense qu'il n'a pas besoin de se rendre, parce parce qu'un président, même si c'est le Tebboune, se rendre, c'est mobiliser des moyens. Et ces moyens, justement, on en a besoin pour combattre le feu. En tout cas, on sent un absentéisme. Qu'il y ait des déclarations, qu'il rassure la population, qu'il donne des chiffres, qu'il donne des moyens, que le ministre en lui-même sorte avec le directeur général de la c'est la question que je vous pose. On a l'impression, alors des moyens, il y en a, puisque voilà combien d'avions l'Algérie se prive avec ces moyens financiers qui ont été mis sur des manifestations. Alors je dis bien sûr, faut en faire des manifestations, et on est bien content lorsqu'on voit ces magnifiques manifestations à Oran dans le cadre des Jeux méditerranéens. Mais faut-il encore qu'il y ait un équilibre de l'autre côté? Est-ce que selon vous, il y ait une réelle volonté, une réelle prise de conscience du pouvoir de toutes ces personnes qui gouvernent ce pays pour, à un moment donné, essayer de mettre tous les moyens nécessaires? Ou est-ce qu'il n'y a pas de volonté, on n'a pas envie? Est-ce que le peuple est livré à lui-même? Alors, je vais un peu direct dans mes questions. La question directe, mais c'est une question piège. Pourquoi? Parce que le piège... j'entends des réponses dire que le gouvernement ne fait rien parce qu'il veut punir le peuple. Je voudrais bien. Mais si vous dites ça, ça veut dire que vous dites que le gouvernement est compétent, mais il ne veut pas le faire. Il faut faire très très attention. Pour moi, c'est de l'incompétence.
Parce qu'on ne peut pas dire que d'un côté on dit le gouvernement ne veut pas faire et de l'autre côté on s'oppose à lui parce qu'il est compétent. Il y a une contradiction. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Mais l'année dernière, Abdelmadjid Tebboune a mis 5 jours à peu près, 4-5 jours avant de dire oui à 2 Canadaires français. Il a annoncé dans le cadre d'une conférence de presse en disant le 9-10, les Canadaires étaient en Espagne, en Europe, en Turquie, il n'y en avait pas. Mais là, à un moment donné, la compétence, elle doit être présente. On doit anticiper. Ils peuvent anticiper depuis 1 an. Normalement, ils doivent anticiper. Malheureusement, je dis pas que c'est du tout pourri. Je dis qu'il y a des compétences en Algérie. C'est grâce à cette catégorie de compétents qui sont dans les institutions nationales que le pays tient debout. Et je l'ai toujours dit à mes amis, c'est même grâce à ces compétences intègre que le pays tient debout, mais c'est à cause de ces mêmes compétences que le régime tient debout. Il se sert de ces compétences quand il le fait. Le but, c'est de pas dire que effectivement tout est mauvais et tous pourris pour reprendre vos mots, mais c'est essayer de comprendre pourquoi d'années de tragédie en tragédie en Algérie, il n'y a pas de, vous en parliez, d'enseignement et de solutions. C'est étonnant qu'en Algérie aujourd'hui, on ne puisse pas déplacer, rapatrier des populations, des familles entières, des personnes qui sont en train de tout perdre et surtout qui luttent, qui restent normalement, sachez-le, que quand il y a un feu, on ne reste pas face aux flammes, on se retire et il y a des professionnels qui interviennent. Je vous donne la parole juste derrière Hassan Kourdourli, bonsoir. Vous êtes docteur, médecin, major à la DGPC et vous l'avez stipulé, c'est inscrit en bas ça va être inscrit en bas de de vos écrans, marginalisé et exclu. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Chaban Kassi. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie. C'est un secteur que vous connaissez. En Algérie, ça brûle maintenant depuis plusieurs étés, réchauffement climatique, problèmes de comportement. Il y a aussi des enquêtes qui sont encore une fois, qui sont d'abord loin d'être terminées sur la cause de ces feux. Mais selon vous, 1 an après, ça continue encore et on voit toujours un peuple face à lui-même quelque part où il y a peut-être, est-ce que vous pourriez vous dire, problème de moyens, d'irresponsabilité, de compétences, de volonté à un moment donné de ne pas se préoccuper et puis de ne pas non plus être présent avec le peuple? Je voudrais d'abord commencer par la conclusion que j'avais réservée pour la fin, pour dire félicitations pour la politique d'échec. Donc félicitations pour la politique d'échec dans la gestion des incendies, ou du moins des catastrophes, de toutes les catastrophes qui se déroulent sur l'ensemble du pays, que ce soit en matière d'incendie, d'inondation. Donc je félicite la politique d'échec, qui est due beaucoup plus à un problème d'incompétence, la gestion par des administratifs qui n'ont aucune notion de gestion et qui gèrent des techniciens à leur bon goût. C'est une gestion beaucoup plus politique dirigée. L'absence de moyens, la faillite totale dans la coordination entre les différents secteurs. Cette fois-ci, on ne parle que de la protection civile. Où est-ce qu'elle est la direction générale des forêts? Elle est absente. On n'en parle même pas. On la voit même pas sur les réseaux sociaux ou sur les journaux télévisés. Bon. Moi-même, j'ai été interdit sur l'ensemble des chaînes algériennes parce que, d'après pas mal de journalistes et de rédacteurs en chef, ils disent que je dis trop de vérité. Je pense que c'est ce que le peuple doit savoir. Il doit connaître la vérité. On ne peut pas construire sur la base du mensonge. On a assez menti à ce peuple depuis 1962. Donc, il est question maintenant de revoir toute la politique de gestion. Aujourd'hui, vous avez fait un bilan de 40, mais il me semble qu'il y a plus que ça. Il y a 2 morts apparemment signalés à Sétif. Il y a des incendies à Sétif, des incendies à Guelma, incendies à Soukahlas en plus en milieu citadin, en milieu urbain. Ce qui est très grave. Où étaient les services concernés de l'évacuation de la population avant que l'incendie ne prenne de l'ampleur et touche la ville? Et touche les citoyens. Pourquoi cette frange de population, maintenant, elle est sujette à des incendies?
Allô? Oui, oui, on vous entend très très bien, hein. Est-ce qu'on a les moyens, c'est votre d'abord, vous êtes en Algérie, merci d'être présent, merci aussi d'assumer parce que parfois c'est pas facile, on le sait. Est-ce que en Algérie, est-ce que il y a tous ces dispositifs dont vous parlez, ce moyen de pouvoir rapatrier les personnes, de pouvoir les sécuriser, de pouvoir, est-ce que réellement l'Algérie est dotée de tout ce système alors au niveau des Canadaires, on a compris que c'est pas le cas. Bon, en matière de Canadair, il faut savoir une chose. C'est la notion de la trilogie coût-qualité-délai. On doit intervenir dans les meilleurs moments. Allô? Oui, oui, on vous entend, Donc, on doit intervenir le plus rapidement et on doit avoir une noria d'aéronefs. C'est-à-dire avoir au minimum 3 par incendie. Or, maintenant, on n'en a qu'un seul, c'est le Beriev russe, le Beriev 200, de 14 000 litres, qui est en train de faire des rotations jusqu'à quand ce Beriev, qui est insuffisant vis-à-vis de la stratégie adoptée à l'échelle mondiale en matière d'extinction d'incendie par avion bombardier d'eau, elle est de 3, le minimum qu'on puisse. 3, 4, 5 et en crescendo. Maintenant, pourquoi on en a ramené un? Pourquoi on n'en a pas affrété plus? Pourquoi on a refusé le contrat espagnol? Je sais qu'il y a des problèmes d'ordre politique, mais je ne dois pas mettre mon peuple en péril. Eux, ils ont bien profité de notre gaz depuis des décennies. Que ce soit l'Espagne ou l'Union européenne, ils ont bien profité de notre gaz. Maintenant, on a besoin de ces moyens. Où sont les 4 Beriev commandés aux Russes qui doivent arriver maintenant en décembre? Bon, je vais poser d'autres questions là. Ils vont arriver en décembre. Est-ce qu'on a formé des pilotes pour ces Beriev qui vont arriver en décembre? Est-ce qu'on a prévu des bases de maintenance? Est-ce qu'on a prévu des aérodromes pour ces Beriev qui vont venir en décembre plutôt? Est-ce qu'on a prévu des matériels de rechange pour ces Beriev? Est-ce qu'on a prévu un personnel chargé de la maintenance de ces Beriev? Qui sera en charge de la gestion de ces Beriev? Est-ce que ce sera la protection civile? Et là, j'en doute qu'elle pourra gérer ce potentiel. Normalement, c'est ce secteur-là. Mais maintenant qu'on a confié à l'armée l'achat de d'après ce qu'on a lu au travers de toute la presse, est-ce que c'est l'armée qui va gérer ces Beriev? Maintenant, qu'on nous dise exactement de quoi il en découle. Et nous, ce qui nous importe, c'est d'abord la préservation et la protection des personnes et des biens. On ne cherche pas. Mais on cherche pas qui. Mais maintenant, on nous met devant le fait accompli. Qui gère tout ça? C'est pour essayer de comprendre pourquoi cette dérive, cette déliquescence en matière de gestion, cette fuite en avant. On ne sait pas à qui s'adresser. Personne ne veut parler à ce peuple et dire... Docteur Hassan Kourdourli, on n'est pas algérienne, si on regarde ça un peu de l'extérieur, on a peut-être... Alors, est-ce que vraiment l'Algérie, alors je vais parler de l'Algérie, l'État en tant que tel, c'est-à-dire vraiment les différents ministères, les pouvoirs, etc., est-ce que réellement, aujourd'hui, ils ont la capacité à tous les niveaux, capacité physique, matérielle, intellectuelle, est-ce que l'Algérie peut faire face à ces feux, quand on sait que dans certains pays, aujourd'hui en Europe, ça a brûlé partout, ça brûle encore. En France, il y a un certain nombre de dispositifs, ils ont de plus en plus de mal à arrêter les feux, malgré des centaines, des milliers de pompiers. Il y avait encore 1200 pompiers il y a 48 heures en Gironde. Est-ce que en Algérie, avec les années qui passent, avec les différents gouvernements, l'ancien président, le nouveau président, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un dispositif, il y a des moyens qui sont en place et qui sont présents, qui sont construits pour faire face à ces incendies, pour ne parler que des incendies, parce qu'on pourrait aussi parler de d'autres tragédies? Je ne peux pas, je vous remercie de la question, c'est une très bonne question, très pertinente, mais je ne peux pas
vous répondre parce que moi-même, j'ai été exclu, ça fait maintenant depuis presque 20 ans. Presque 20 ans, avec un faux document officiel signé par un faux directeur général. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu traiter mon dossier. Ils m'ont coupé les vivres parce que j'ai dérangé. J'ai dérangé parce que j'ai refusé d'obtempérer à la corruption. Moi qui ai été chef de mission durant... Je vais vous donner un aperçu. J'ai été chef de mission en 92 septembre, lors du tremblement d'Égypte, où j'ai mené une délégation composée de 37 pompiers, tout corps confondus, officiers et sapeurs-pompiers. On a géré, est-ce que vous savez que c'est l'équipe algérienne qui a géré la catastrophe en Égypte, le tremblement de terre en Égypte, devant toutes les équipes étrangères et même égyptiennes, le commandement a été confié à l'équipe algérienne. Et j'en parle officiellement. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut me démentir, j'aimerais bien. Il y avait l'ambassadeur à l'époque, Ali Ben Mohamed, et il y avait l'attaché militaire et l'attaché de défense. D'ailleurs, tiens, j'ai été même chargé par le chef d'état-major à l'époque, je ne connaissais même pas, au moment du départ, ils m'ont chargé de rétablir les relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Égypte, qui étaient très tendues, il n'y avait aucun contact. Et le ministre de l'Intérieur égyptien, avec lequel j'ai mené une rencontre, du moins 2 ou 3 rencontres, et avec lequel j'ai pu concrétiser le rétablissement des relations diplomatiques avec l'Égypte et revenir avec 10 contrats pour l'Algérie. Vous n'avez qu'à confirmer avec le MDN, le ministère de la Défense nationale, les services de sécurité du DRS, à l'époque, qui étaient au courant de ce dossier, la police nationale, la sûreté nationale, le ministère des Affaires étrangères ainsi que l'ambassadeur Ali Ben Mohamed, l'ex-ministre de l'Éducation, et j'irai même plus loin. À l'époque, je pouvais, pour ne pas rester dans l'état où je suis, ni servir mon pays, ni servir autrui. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite est venu en personne jusqu'à mes appartements et demandé à ce que je le rencontre. J'ai refusé de le recevoir dans mes appartements. Je l'ai reçu en plein salon de l'hôtel El Gala en Égypte. L'hôtel El Gala, c'est l'hôtel militaire, le grand hôtel militaire égyptien, où j'ai reçu l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite me propose alors, regardez ce que j'ai fait moi pour mon pays. Il me propose un poste de directeur médical à Jeddah, des évacuations médicales à Jeddah, en 92 septembre. 6 500 $, une villa, 2 véhicules, un pour moi et un pour ma famille, et rejoindre le poste dans les 48 heures. Il a fait la même proposition à 2 officiers, dont je vais citer le nom. Je vous laisse terminer là-dessus, j'espère qu'on aura le temps. Le capitaine Ferrochi à l'époque et le sous-lieutenant Khalaf. Il y avait toute l'équipe de protection civile, dont j'ai tous les noms des 37 et j'ai toutes les photos. Qu'est-ce que j'ai répliqué à monsieur l'ambassadeur? J'ai dit, monsieur, votre excellence, je considère que c'est une humiliation de vous adresser à moi parce que vous vous adressez à un responsable, un représentant de l'État algérien. Et c'est indigne de vous. Restez si vous aviez quelque chose à formaliser, vous auriez pu le formaliser de manière légale à l'État algérien. Qu'est-ce qu'il a fait cet État algérien? Je reviens vers vous. Vous m'entendez, docteur? J'aurai le plaisir, c'est important que vous puissiez aussi nous donner ces éléments, ça contextualise bien évidemment la situation et puis la gestion, c'est une question qui se pose. Hamid Lelouch, j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ces images qui défilent, les images que vous avez à l'écran lorsque nos invités interviennent, ce sont des images qui datent d'aujourd'hui et d'hier, ce sont les feux 2022. Est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, on a les moyens
moyens? Est-ce que ce qui a été bâti du temps d'Abdelaziz Bouteflika, du temps aujourd'hui d'Abdelmajid Tebboune, est-ce qu'aujourd'hui il y a réellement les moyens? On connaît un certain nombre de moyens. Aujourd'hui, on peut visualiser les moyens d'un pays, grosso modo, comme la France, comme l'Espagne, l'Italie. On peut visualiser tout de même. Et là, on a l'impression que d'année en année, et puis encore une fois, on n'entend personne. Mais écoutez, moi je ne vais pas polémiquer, je vais me baser sur les faits. C'est le but, c'est vraiment le but. Voilà. Ce n'est pas de spéculer, c'est vraiment Voilà. d'essayer de savoir. On n'a pas besoin, il faut aller vers les faits. C'est pas de l'histoire, c'est maintenant, ça se passe aujourd'hui. Nous avons des images, nous avons nos amis, la famille qui nous racontent, qui sont dans la région. Et si rien n'est fait, c'est que nous n'avons pas les moyens. Quand je dis nous n'avons pas les moyens, ça ne veut pas dire que l'Algérie n'a pas l'argent. Mais on sait tous les détournements, on sait les priorités sont ailleurs. L'armée, c'est important, mais on n'a pas besoin de mettre jusqu'à 12 milliards de dollars l'année. Sur quoi? Pour tirer des balles, pour faire des manœuvres, alors que le peuple meurt. On a eu les mêmes problèmes l'année dernière. On a eu les mêmes problèmes l'année d'avant et on aura les mêmes problèmes l'année prochaine et l'année d'après. Donc les moyens, est-ce qu'on les utilise à bon escient? Est-ce que nous avons encore une fois les compétences pour réfléchir, pour planifier? Ça bloque où? Vous dites qu'on a les moyens. Alors on le sait que l'Algérie est tout de même un pays riche, et puis on sait que quand il y a des priorités, actuellement il y a aussi des jeux sportifs autour des militaires qui s'organisent. On a entendu, je rappelle aujourd'hui d'ailleurs, un chef d'état-major, Saïd Chengriha, qui parle d'apaisement dans le cadre de la 10e conférence autour de la sécurité avec la Russie. Il a participé aujourd'hui notamment en vision. Il parle d'humanisme, de respect, de paix dans le monde, et qu'on sait qu'en Algérie, l'humanisme, c'est pas ça. On évoque assez ici les problèmes de détenus d'opinion, d'expression, de sécurité aussi. Et on sait qu'il y a tout de même des moyens. Il y a des priorités qui ont été mises en place pour le 5 juillet, des priorités qui ont été mises pour les Jeux méditerranéens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces priorités-là mises pour le pays, pour le peuple? Alors pour une fois, je vais donner raison à ce régime. Parce que, comme j'ai dit, il faut prendre les choses de manière beaucoup plus scientifique. Prenons les Jeux méditerranéens. Les Jeux méditerranéens, leur planification ne date pas d'hier, elle date de plusieurs années. C'est au niveau régional. Donc, je pense que la décision qui a été prise par le groupe de Jeux méditerranéens, c'était à peu près une dizaine d'années. Ils avaient octroyé l'organisation des Jeux à l'Algérie. Donc à ce moment-là, l'Algérie s'est engagée, nonobstant appel de ce qui va se passer en Algérie, à moins qu'il y ait une catastrophe vraiment extraordinaire. Donc l'Algérie se devait de respecter ce programme et elle a organisé. Mais j'ai envie de vous dire, un pays c'est comme une famille, c'est une gestion. Oui. Quand vous fondez une famille, vous savez très bien que si vous avez un enfant, vous allez l'avoir pour toute une vie. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc, lorsqu'un pays dit oui à des Jeux Olympiques comme Paris en 2024, ça a été signé il y a quelques années, ça veut dire qu'aussi ce pays est capable de gérer. Absolument, absolument. Et c'est ça la contradiction dans le système. Je dis pour une fois, je leur donne raison, tout en disant qu'ils ne sont pas aussi compétents qu'ils ne veulent le dire. C'est juste pour revenir sur l'idée qu'ils ne pouvaient pas annuler les Jeux méditerranéens parce qu'ils avaient pris un engagement international. Alors le but, c'est pas de les annuler, c'est essayer de comprendre pourquoi d'un côté on fait, je vais vite, ça va faire sourire sourire les téléspectateurs, mais d'un côté on fait la fête et puis dans le même temps il n'y a pas de lait, dans le même temps on cherche de l'eau, dans le même temps il y a des problèmes d'eau, les gens achètent des citernes d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau en 2022 et puis dans le même temps il y a des feux. Et il n'y a pas de caserne de pompiers dans les villes, etc. Le but, c'est pas d'annuler les Jeux méditerranéens, mais c'est quand même d'avoir un équilibre dans un pays stable, sécurisé, et que le peuple puisse vivre dignement. Écoutez, il y avait un chanteur algérien, Slimane Azem, Allah yarhamou, qui disait en berbère, mais je vais traduire en français, « Melfoug shbab, min yitفتحوا الداخل مسخ. سفلي يشبح يرقم داخل من الداد يركع. » C'est ça l'Algérie. Il a résumé l'Algérie. Beau à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais parce
parce que l'Algérie a besoin, le régime a besoin, pour se maintenir, pour faire tout le mal qu'il fait au peuple, il est obligé de se donner une vitrine positive et belle à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ils mettent un paquet d'argent dans les institutions internationales. Ils essaient de siéger à toutes les commissions onusiennes. Ils essaient de siéger à toutes les commissions africaines ou arabes. Et ils essaient d'organiser le maximum d'événements pour dire tout va bien. Tout va bien. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez mentionné les jeux militaires. C'est la même chose. Les militaires qui se respectent, c'est des militaires planificateurs. Ils planifient. Et quand vous planifiez, vous avez un programme, vous avez un budget, vous avez des partenaires. Il faut respecter ces engagements. Maintenant, est-ce que les feux sont aussi importants pour faire annuler ces jeux-là? Si c'était le cas, il le ferait, mais sachant le régime, il sait que... Hamid Lelou, qu'on se comprenne bien, le but, c'est pas d'annuler ou d'opposer, c'est vraiment deux choses différentes. La rentrée arrive. On espère que toutes les écoles d'Algérie, les élèves rentreront dignement, avec aucune difficulté dans les écoles, pas de problème de transport. Enfin, on va en parler certainement et malheureusement avec des difficultés. Mais le but, c'est pas d'opposer l'un envers l'autre. Je comprends votre idée, mais c'était juste pour vous dire que la gestion, il faut réfléchir, il faut avoir un plan A et avoir un plan B, il faut avoir un budget. Et le budget, il y a un budget minimum, c'est-à-dire que si demain, moi j'organise ces jeux méditerranéens, jeux militaires, et j'ai par exemple les deux jeux, ils me coûtent 100 milliards de dollars ou 100 millions de dollars, et ben moi je vais mettre 150 millions de dollars de côté et je vais dépenser. Puis après, il y a une question qui se pose, qu'est-ce que vont apporter aussi ces jeux militaires internationaux à Blida pour le peuple, puisqu'aussi dans un pays, il y a aussi des priorités en fonction de l'évolution du pays. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble aussi ce qui peut être raisonnable quand on voit aussi la situation dans certains secteurs. Docteur Hassan Koudourli, vous êtes toujours avec nous? Oui. Une question qu'on a échangée déjà hier. Effectivement, Abdelmajid Tebboune, le temps passe, on a écouté tout ça hier, donc je préfère vous donner la parole, avait demandé, missionné limite à l'armée de se procurer des Canadair. Ça, c'est une interrogation aussi qui vous fait bondir. Encore une fois, l'armée, c'est pas à l'armée de gérer ça. Bon, maintenant, il y a deux aspects de la chose. Deux aspects. La gestion des catastrophes revient de droit à la protection civile. Maintenant, s'il considère que cette protection civile, de par son incompétence de ces hommes et de la faillite de la gestion, qu'ils remettent à l'armée dans le but de faciliter et de faire rapidement, Allahumma barak. Mais où sont Mais légalement, c'est un dossier qui revient carrément à la protection civile, ministère de l'Intérieur. Maintenant, la question doit être posée au ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui l'ordonnateur et le responsable de cette protection civile. Où sont ces Canadiens? Qui va gérer ces Canadiens? Sur quelle base on va gérer ces Canadiens? Avec quels hommes on va gérer ces Canadiens? Ces hommes sont-ils formés ou pas? Quelle maintenance? Donc je reviens à tout. Voilà le problème. Maintenant, si c'est un problème de défense civile, qu'on fasse basculer cette protection civile dans le cadre militaire, et on va parler de défense civile parce que ce qui était question, en 90, ils voulaient à tout prix faire basculer la protection civile au niveau du ministère de la Défense nationale. Et c'est là que je ne comprends pas. Maintenant, si on confie la gestion des incendies à la protection civile, comment va se faire la coordination pour l'extinction des feux quand la gestion à la protection civile et les Canadair ou les bombardiers d'eau chez les militaires? Donc, du moment qu'on a une action opérationnelle qui doit être menée par un seul commandement, comment va se faire cette gestion? C'est ça le hic. Déjà qu'on constate qu'il y a une incoordination entre la Direction générale des forêts qui a disparu du champ de bataille,
Et on voit que la protection intéressant. civile. Ça, c'est un élément intéressant. Vous voyez, dans la chaîne, c'est vrai qu'on essaye de comprendre où sont un peu les failles, où sont les maillons faibles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas comme ça ce processus du coup de téléphone, on appelle les pompiers, ça arrive, on déplace, on sécurise, les Canadair arrivent, les pompiers, enfin le scénario idéal. Donc pour vous, il y a des secteurs qui ont totalement disparu comme celui-là. Oui, c'est un problème de compétence. Il y a un problème de compétence, c'est le premier, de savoir-faire, de savoir et savoir-faire. La compétence, le savoir et le savoir-faire. Et le savoir-faire communiquer. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas ces hommes-là qui sont doués du pouvoir décisionnel à la protection civile, qui ont un certain niveau de savoir-faire. Aujourd'hui, on voit sur Sokaras qu'il y a eu un appel de la direction de Sokaras, de la protection civile, pour ces agents qui sont soit au repos ou en astreinte, de regagner la protection civile. Est-ce que vous jugez ça, que c'est normal que ça se fasse sur les réseaux sociaux? Non, je ne suis pas d'accord. Étant donné qu'ils sont tous dotés de téléphone, dotés de boîte mail, donc, et même sans cela, ils doivent avoir un commandement, un guide de commandement, savoir que quand il y a un incendie de telle ampleur, on doit regagner sans que la direction nous demande de regagner la structure. Moi, ce qui m'a étonné aujourd'hui à Soukara, c'est que je voyais des citoyens étendus par terre. Voilà le hic. Le premier hic, c'était déjà l'évacuation de la zone avant que les incendies ne la touchent, surtout du côté des 400 logements. Et pourquoi on a affaire et pourquoi on peut observer, je mets ça bien évidemment au conditionnel, mais cette sorte de non-assistance à personne en danger quelque part à un moment donné dans certains pays, mais on le dit tous les soirs dans toute la journée dans la chaîne, au sein de la chaîne, c'est qu'à un moment donné il y a des enquêtes qui devraient être faites aussi. On devrait entendre, vous parliez du ministère de l'Intérieur, mais on devrait aussi entendre peut-être à un moment donné le président, ses équipes, des responsables de la direction générale de la protection civile. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on voit ces Algériens, Algériennes effectivement couchés au sol sans aucun secours, une non-assistance quelque part à personne en danger? On est en train d'ailleurs de revivre le même scénario que l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces moyens? Est-ce que ce sont des ordres qui sont donnés ou est-ce qu'à l'Araleb, il n'y a pas? Non, ce n'est pas l'Araleb. Je voudrais d'abord déjà, en premier lieu, citer deux textes. Il y a le 85-231, gestion du plan Orsec, et le décret 85-232, gestion des personnes et des biens en matière de catastrophe. Là, il est valable ce document, que ce soit pour la protection civile, que pour la sûreté nationale, que pour la gendarmerie. Donc c'est un truc conjoint pour les différents corps de sécurité. Maintenant, ce qui me désole, quand j'ai vu deux personnes par terre, un bonhomme de la protection civile, moi j'ai du respect aux agents. Ce n'est pas aux agents que je vais blâmer. On est d'accord, bien sûr. Ce n'est pas les agents de protection civile parce que ce n'est que des exécutants. Ils sont au bas de la chaîne. Et c'est eux qui sont à la front de l'incendie. Maintenant, où sont les médecins de protection civile, les médecins de l'opérationnel que j'aurais voulu voir sur le poste médical avancé, tel qu'on a fait, qu'on a formé, tel qu'avec tous les moyens qu'on a achetés à l'époque, avec les ambulances médicalisées dernier cri, où sont passés tous ces gens-là et ces moyens matériels? Je vous pose la question, où sont-ils selon vous? Je ne sais pas, parce que quand je vois l'ex-secrétaire général de l'UGTA qui a développé un système d'évacuation médicale privée moyennant de l'argent, donc on a tendance un petit peu à cacher pour qu'il n'y ait pas les trucs, parce que protection civile, ça veut dire gratuitement. Donc les gens, à chaque fois, s'aventurent. Comme pour l'autoroute Est-Ouest, il y a eu des opportunistes qui se sont... Là, la protection civile, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont construit des infrastructures, mais les moyens, il n'y a pas. Parce que dans l'infrastructure, c'est quoi? C'est le BTP. Le BTP, c'est là que se fait la corruption. C'est là que part le maximum d'argent. Sachant qu'un camion de protection civile coûte environ 2 à 3 millions de dollars. 3 milliards. 2 à 3 milliards. Un CCFM ou
ou une ambulance, ils coûtent dans les mêmes environs, 2 à 3 milliards. Donc, ils ont investi dans les infrastructures, surtout l'ex-DG, le fameux DG dont j'ai parlé, qui a été à l'origine du faux arrêté, du pseudo-arrêté, et qui n'a pas le droit de signer un arrêté, où il est signé sur le journal exclu de signature des arrêtés, et il a signé à moi et à d'autres des arrêtés, nous coupant les vivres, alors qu'il n'a pas le droit. Sur le journal officiel, avec un faux nom, l'Habiri Mustafa ou l'Habiri Al-Khdalis. C'est quoi ça? C'est un Alzheimer. Et il a signé avec un faux nom pendant 6 ans. Donc pour vous, les moyens sont de nomination. Les moyens sont là tout de même en Algérie. On le disait, il y a un budget du MDN de la défense qui grandit chaque année, qui est une part très importante par rapport au budget national. Il y a des événements tout de même qui sont organisés où on met les moyens. Il y a tout de même les moyens aujourd'hui de faire et de construire. C'est que c'est quelque part un manque de volonté, un manque de compétences, de priorité peut-être. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Surtout à la protection civile qui doit défendre son secteur. Elle ne doit pas se laisser faire. Mais des gens qui sont en train de brader la protection civile pour des grades, des postes supérieurs, des logements et des locaux commerciaux, ils sont tous à la cité Zerhouni. Les différents cadres de la protection civile qui sont 20 ans dans les mêmes postes où ils ont usé leur fond de culotte sur les mêmes postes. Ils sont à peu près une quinzaine en train de tournoyer sur les mêmes postes et qui n'ont rien apporté à ce secteur. Bien au contraire, ils l'ont détruit complètement. Et c'est les pauvres agents qui sont en train de payer. Docteur Hassan Kourdourli, restez avec nous. Je reviens vers vous pour une petite minute dans un instant. Quand on entend ces mots, on parle de quoi? De détournement, de corruption, de problème de gestion. L'argent ne va pas là où il doit aller, c'est-à-dire pour le peuple. C'est l'incompétence, comme il a dit, comme notre invité avait dit. Il avait dit d'ailleurs, j'aimerais bien ajouter un petit peu de l'eau à son moulin quand il disait qu'il faut un commandement opérationnel. Je pense que même si l'armée intervenait de facto, elle deviendrait le commandant opérationnel parce que on a et ça c'est une preuve que c'est un régime militaire, que c'est pas un régime civil. En ce qui concerne la communication, parce que vous avez mis le point insisté sur le point de communication dans un pays qui se respecte quand on a une crise comme celle-là, c'est d'avoir une cellule de coordination sous l'égide du Wali qui sous son autorité, il y aura des représentants de la protection civile, du ministère de la Santé, de la Sécurité et de l'Urbanisme, et aussi une section économique, parce qu'on va avoir des répercussions économiques catastrophiques, parce que les gens, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien les évacuer et les mettre ailleurs en sécurité et leur fournir tous les besoins dont ils ont. Une toute petite minute. Le peuple est solidaire entre lui l'année dernière, cette année, la semaine dernière aux États-Unis, à New York, il y a eu des rassemblements aussi autour des feux. La solution à tout ça, c'est quoi? C'est que ce peuple continue malheureusement à s'en sortir tout seul, à essayer de se battre, à parler, à marcher, à mener cette révolution. Il le faut. C'est vrai que il faut aussi être honnête avec soi-même. Il faut avoir une honnêteté éthique. Je pense que les incendies, ils ne sont pas toujours criminels, mais des fois ils sont aussi dus à la négligence. Et ça, c'est une preuve factuelle qui montre qu'il y a une absence totale de confiance mutuelle entre le régime et la population. Parce normalement, il faut que la population apprenne à avoir des réflexes pour prévenir ces feux. Des fois, il suffit d'une bouteille cassée. D'une bouteille, c'est même pas une cigarette. Des fois, si les gens vont camper, ils jettent une bouteille et c'est ça le problème. Merci. Merci Hamid Lelou. 30 secondes, alors on vient de m'annoncer en direct, le général Abdellah a envoyé le générique, on va devoir rendre l'antenne. Paix à leur âme, on vient de m'annoncer donc 25 morts à l'heure actuelle donc, dans la wilaya d'El Taref. Docteur Kourdourli, 30 secondes, le mot de la fin s'il vous plaît. Que voulez-vous que je vous dise? Vous avez annoncé 25 morts et vous voulez un mot de la fin? Peut-être de l'espoir, peut-être de donner espoir à ce peuple. Il ne devrait pas mourir.
ils ne devaient pas mourir. Si tous les moyens étaient déployés d'évacuation, mais ce n'est pas possible. C'est la politique de l'échec. Merci. Je félicite cette institution pour son échec. Voilà. Merci pour ces mots. On sent la force dans vos mots. Voilà, 25 morts, on vient de m'annoncer donc en direct à l'oreillette. Paix à leur âme. Hamid Lelou, merci. Bon retour à Washington. J'aurai le plaisir de vous recevoir en direct de Washington. Et merci donc au docteur Hassan Kourdourli d'avoir été avec nous, ex-major de la DGPC, marginalisé, exclu comme il a souhaité qu'on l'indique. Abdellah et Karim et Dina, merci. On a pris un peu de retard. Merci à tous. Le programme continue dans quelques instants. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.